Choisir un bon moment pour se reposer, c'est être intelligent et cela fait du bien à l'organisme. Nous devons forcément chercher un temps de repos pour vivre en bonne santé. Chers fidèles téléspectateurs de la JCTV, bonsoir et bienvenue au rendez-vous éducatif de ce jour. Il est déjà 14 h dans nos studios et nous allons nous intéresser au thème suivant. Année académique 2022, deuxième pause. Que faire? Coach Pascal Dossoui, bonsoir. Bonsoir, cher ami, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Je vais super bien. Marcos Ogouleye, directeur de la chaîne web APIA 24 News de l'association internationale APIA Togo. Et vous êtes également président du conseil civique de la dite association. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci. Et Monsieur Aoudor Kossi Edem, professeur de comptabilité dans les lycées et instituts. Et bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mathieu. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Je vais bien également. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et le thème qui nous intéresse, bien évidemment, c'est année académique 2022, deuxième pause. Que faire? Et Monsieur Aoudor, après un moment intense de cours, une pause s'impose. Élèves, apprenants et étudiants sont en congé. Quelle est l'importance de ces congés, monsieur? Bien, merci. Je vous en prie. Comme vous venez de planter le décor, il y a un temps pour tout, comme on le dit souvent, un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Eh bien, l'objectif premier en instaurant les congés de Pâques, c'est d'abord instaurer un moment de détente. Un moment de détente après 3 mois de cours depuis les congés de Noël. Et donc, ce moment de détente permettra justement aux étudiants et aux élèves de se reposer un peu parce que pratiquement durant des mois, du matin jusqu'au soir, ils étaient sur les chemins d'école et tout. On m'a donné, l'organisme doit se reposer. Eh bien, ce moment ne sera pas seulement, uniquement consacré au repos parce que, comme on le dit, il faut garder un œil ouvert aussi sur les cahiers. Parce que juste après, souvent, très juste après les congés de Pâques, ce sont les évaluations de fin d'année qui commencent. Donc, c'est aussi un moment pour ceux-là qui n'ont pas le niveau requis dans certaines matières de se mettre à niveau avant la prochaine reprise. Merci, monsieur. Coach Pascal Dossoui, je vais vous poser la même question parce que vous intervenez dans les questions éducatives, les questions entrepreneuriales et tout ce qui va avec. Donc, quelle est l'importance de ces congés pour les apprenants, élèves et étudiants? Merci déjà, merci pour l'invitation, merci également pour la question. Comme mon prédécesseur l'a déjà dit, quand on travaille à un moment donné, il faut quand même prendre un peu de repos. Et pour ces élèves apprenants, je crois que c'est l'occasion pour eux d'abord de se reposer, de permettre au cerveau de récupérer. Et également pour ceux qui n'ont pas pu assimiler certains cours ou qui n'ont pas eu le temps, parce que durant ces moments, il y a forcément des gens qui sont tombés malades, il y a des gens qui ont raté des cours. C'est le moment en fait de rattraper ces cours-là. C'est le moment de se remettre à niveau. Voilà en fait ce à quoi servent les congés. Tu te remets à niveau, tu permets au cerveau de se reposer et maintenant tu dégages un emploi du temps pour le reste de l'année parce que juste après, ça va être les examens et ça c'est une course à la montre. Voilà. D'accord. Et monsieur Marcos Ogouleye, et la même question pour vous. Oui, bon, merci pour la question. Je pense que comme monsieur Pascal vient de le dire et monsieur Aoudor, moi je vais faire qu'une synthèse. Oui. Et après un repos, il faut que nos apprenants fassent un bilan. Oui. Un bilan parce que les congés de Pâques constituent les 2/3 de l'année académique. Donc un bilan, après ce congé, il y aura les examens. Donc une fois que le repos est installé, il faut un bilan comme monsieur Pascal vient de le dire et pour que vous entamez bien les prochaines cours ou bien le prochain cours plutôt qui vont suivre. Donc je vais dire que dans l'essentiel ou bien l'important c'est de faire un bilan après le repos. Merci. Et M. Aoudor, et tout à l'heure, vous parliez de l'aspect utile de la chose. Donc, je vais vous poser une question par rapport à cela. Comment peut-on donc profiter de ces temps de pause selon vous?
Oui, merci encore une fois pour la question. Comme on vient tous de le dire, c'est d'abord un temps de pause. Hein, il faut permettre au cerveau de régénérer, de se récréer et tout. Vous savez, des fois, certains qui vivent tellement en ville, à un moment donné, ils se disent, mais il faut que j'aille un peu dans les campagnes, dans les fermes. C'est très important le repos. Ça permet vraiment au cerveau de se régénérer. Mais comme on vient de le dire, je sais pas, on ne va pas passer quand même ces 10 jours de congé juste à dormir, non. Bon, il y a comment rendre ces congés utiles. Ben, il y a des activités que l'apprenant doit créer autour de lui. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il doit faire un planning spécial pour les congés. C'est très important. Hein? C'est très important. Donc, c'est un programme spécial qui ne sera pas le même programme que ce qui suivait pendant au cours de l'année, normalement. Puisque là, pratiquement, il sera à la maison, il n'ira pas au cours pour revenir après à 17 h et tout. Donc, c'est un programme spécial qu'il doit faire. Et avec ce programme spécial, bon, il peut prévoir des petits temps de repos, des petits temps de divertissement, genre de telle heure à telle heure, je vais regarder un peu la télé, après je vais me reposer. Mais surtout, un temps de travail. Parce que, comme je venais de le dire, il y a... Vous savez, on n'est pas tous logés dans les mêmes enseignes. Il y a certains qui comprennent très très vite les cours quand on leur dispense cela. Par contre, d'autres ont besoin de plus de temps pour assimiler. Du coup, ceux-là qui sont un peu à la traîne, c'est le moment idéal pour se remettre au même diapason que les autres. Ça, c'est très très important. Donc, que chacun se jauge pour connaître ses points faibles et ses points forts. Là où tu vois que j'ai des lacunes dans telle matière, c'est l'occasion de faire un programme très spécial. Je prends un exemple simple. Moi, j'ai des lacunes en comptabilité générale ou en comptabilité des sociétés. Ce qui veut dire que je dois consacrer plus de temps pendant ce moment-là à remettre le niveau de comptabilité avant donc la reprise. Ça, c'est très très important. Bon, nonobstant le fait que pendant ces congés-là, il y a certains quand même enseignants qui demanderont aux étudiants, aux apprenants de venir faire des cours de rattrapage. Donc tout ça là doit faire partir du programme, le planning que chaque apprenant doit faire pour ces moments de congé. Merci, monsieur. Et mon coach, et je vais vous poser la même question sur les congés utiles, mais nous allons d'abord aborder un aspect de la chose. Il y a une différence entre les vacances et les congés, mais nous constatons malheureusement que pendant les congés, les parents, compte tenu de leur situation financière, veulent que les enfants le assistent dans leurs activités. Et monsieur Dossovi, qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'il faudrait aussi à un moment donné expliquer aux parents à quoi ça sert les congés. Je l'ai dit le fois en directeur d'école, n'invitez pas les parents d'élèves juste parce que les enfants ou les parents n'ont pas payé les frais de scolarité, c'est pour ça que vous les appelez. Il faudrait qu'à ces réunions, vous éduquez les parents. Vous devez leur donner les informations essentielles, les informations importantes pour qu'ils puissent continuer l'éducation des enfants à la maison. Lorsqu'on n'explique pas aux parents à quoi servent les congés, pour le parent, bon, tu es à la maison, tu ne vas pas à l'école, viens me faire ceci. Je revenais encore d'une de nos maisons familiales où on envoyait tous les enfants aller faire un travail. En principe, les enfants, par rapport à leur niveau, ils doivent, par rapport à l'heure à laquelle moi je suis déjà passé par là, commencer déjà par au moins toucher le cahier, réviser un peu. Pas avec la même intensité, comme s'ils étaient en période d'école, mais ils doivent avoir un emploi du temps, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, pour respecter cet emploi du temps. Et il y a un moment où tu peux demander à l'enfant de faire ci ou de faire ça. Mais on a parlé de congé, tout de suite tu penses que l'enfant est en repos. Et ce qui est encore dangereux, c'est quand l'enfant n'a pas le niveau. Et si l'enfant passe encore l'examen, ça c'est grave. Je dis souvent, le congé peut être considéré comme les vacances pour les gens qui sont en classe de passage et qui ont réussi la première, le premier et le deuxième trimestre. Moi, je me rappelle à l'école, s'il y avait de bonnes moyennes au premier trimestre, au deuxième trimestre, les congés de Pâques, c'était pour moi, c'était tout relaxant. Et au troisième trimestre, je ne cherchais pas le top, je cherchais juste le minimum pour quand même passer à la classe supérieure. Ça, c'est un cas différent. Mais quand on fait un classe d'examen et il n'a pas le niveau, les congés doivent être considérés comme le moment où on doit plus le prendre, plus le mettre à niveau et essayer de faire en sorte qu'il puisse rapidement prendre le train en marche pour rattraper ses camarades. Voilà. Merci. Et monsieur Oboleye, les congés, les questions de congés,
c'est difficile à comprendre, c'est difficile pour un citoyen lambda. Voilà, vous êtes jeune et vous êtes aussi président d'association, vous parlez aux gens, vous organisez des séminaires, des conférences au cours desquelles vous entretenez les gens sur de différentes questions par rapport aux choses sociales. Et voilà, on te présente un élève en 7 ans de congé, en 7 ans de pause. Voilà, moi je suis en situation financière difficile, donc cet enfant-là ne peut pas s'occuper de ses cahiers, mais plutôt qu'il m'aide au champ, au marché, dans mes activités. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette manière de faire? D'accord, merci. Je pense que sur cette question, le code a donné une idée. Il faut une éducation en fait. Quand on parle de congés, les congés sont différents des vacances. Les congés sont juste un temps, un petit temps pour se mettre au repos, comme on l'a déjà défini. Donc, dire que la situation financière ne me permet pas de laisser l'enfant à la maison, qu'il doit m'accompagner faire tel ou si. N'oublions aussi pas que l'avenir de l'élève en compte. Si je le mets à l'école, c'est pour un objectif. C'est pour un objectif bien plutôt précis. Donc, si je me dis aujourd'hui que ma situation financière ne me permet pas, et cet élève-là, je lui draine sur moi pendant les congés pour qu'il aille avec moi au marché, et à la fin, si le résultat est mauvais, qu'il perd les pots cassés, l'élève et le parent. Peut-être que les parents n'ont pas pu payer les frais de scolarité, voilà, ils attendent que les congés viennent pour que l'enfant travaille avec eux pour accroître le rendement en quelque sorte. Le devoir du parent, c'est de mettre l'élève à l'école. C'est pas à l'enfant de venir payer ou bien travailler pour payer ses frais de scolarité. Donc on ne peut pas se dire que comme les parents n'ont pas payé les frais de scolarité, pendant les vacances, ou bien pendant les congés plutôt, il va venir travailler pour avoir de l'argent et payer les frais de scolarité. C'est à cause de lui. Bien sûr, c'est à cause de lui, mais c'est le devoir du parent, c'est pas le devoir de l'enfant. Bien sûr, c'est lui qu'on veut sauver. Mais l'enfant, dans les constitutions, dans les droits et devoirs, on dit l'enfant a droit à l'éducation. Et le parent a le devoir de donner ce droit-là, c'est-à-dire d'envoyer l'élève à l'école. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas jamais mélanger les choses. Donc, le devoir des parents, c'est de chercher de l'argent par tous les moyens possibles pour que l'élève puisse avoir l'éducation qu'il lui faut. Donc, ce n'est pas à l'élève pendant les périodes de congé de laisser ses cahiers et venir travailler pour avoir de l'argent avant de reprendre les cours. Ça, ce n'est pas normal. D'accord. Monsieur Aoudor, un parent qui est vieux, une maman qui est vieille et qui n'arrive plus à se tenir longtemps dans ses activités, voilà que ses enfants sont jeunes et jeunes lycéens, jeunes collégiens qui ont encore de la force, de l'énergie pour pouvoir les aider. Est-ce qu'on va dire à ces parents, non, vos enfants sont en temps de pause, ne les gênez pas pour vos activités? Vous êtes enseignant. Oui, je voudrais bien comprendre cela. Bien, merci encore une fois pour la question. Moi, je dis que chacun joue sa part de la partition. D'accord? Et d'abord, ça c'est un. Ce qui veut dire que, comme les collègues viennent de le dire, aux parents de se donner les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants et aux enfants de travailler pour honorer les parents, pour que les parents ne fassent pas un investissement improductif. Qu'est-ce que je me dire par là? Un enfant qui n'a qu'une semaine de repos, alors qu'il traîne déjà des lacunes, alors qu'il a travaillé pendant 3 mois, et ce qui veut dire évidemment qu'il est hyper fatigué, et si en plus du planning qu'il doit faire, tout à l'heure je disais que l'enfant doit faire un planning, en plus de ces différentes activités, inclure encore travailler avec les parents, je crois que c'est trop demandé aux élèves. Surtout en temps de congé. Alors, ces activités peuvent être menées pendant les vacances sans souci, parce que là, on sait que le temps imparti aux vacances est plus long. Mais congé une semaine, demander aux apprenants de venir m'aider à l'école, m'aider au boulot, franchement, c'est trop leur demander. C'est trop leur demander. Donc, nous prions, hein, c'est vrai, par ces temps qui courent là, c'est pas évident, c'est pas facile, mais sincèrement, que les parents comprennent que les enfants, les élèves ont besoin aussi
d'un petit temps pour eux-mêmes. Ça, c'est important. Bon, ils n'ont qu'à attendre, les vacances viendront. Hein? Ils n'ont qu'à attendre. Voilà, qu'ils soient impatients, qu'ils soient patients plutôt. Les vacances arrivent, donc pendant les vacances, les élèves auront le temps nécessaire pour les aider, ne serait-ce que pour un laps de temps. Voilà. D'accord. Merci, monsieur. Et coach Dossouli, est-il important de faire les cours de rattrapage en ces temps-ci? De la même manière, je ne suis pas d'accord avec les parents qui exigent que les enfants doivent les aider. Je ne suis pas d'accord aussi avec les cours de rattrapage. Et malheureusement, ce que j'ai constaté, ce sont les écoles privées qui sont censées en principe avoir du temps pour bien suivre le programme, qui proposent encore des cours de rattrapage. Depuis, moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on met dans ces cours de rattrapage? Est-ce qu'on fait exprès de traîner sur des matières, de traîner sur des cours, pour dire après aux enfants de venir au cours de rattrapage? Ou qu'est-ce qui se passe? Oui, si par rapport à la situation, ne sont pas payants. Donc, c'est pas une question de ces payants. Le grand frère parlait de programme. Il faudrait qu'on apprenne aux gens aujourd'hui d'avoir un programme. Oui. Vous avez un programme à l'école, il faut faire tout pour respecter ce programme. Quand nous prenons d'autres écoles, je ne vais pas appeler le nom des écoles ici, mais des institutions ou des écoles internationales que nous avons dans nos pays, les enfants des fois ont des congés de 2 semaines. Ils font un cours d'1 mois, ils ont un congé, et ces congés leur permettent de découvrir d'autres choses, de faire d'autres expériences qui vont les aider après à assimiler plus rapidement les cours, à avoir des expériences par rapport aux matières qu'ils font à l'école. Aujourd'hui, on parle de congé de 10 jours. Congé de 10 jours, l'enfant va aller encore au cours de rattrapage combien de temps? Ce qu'il avait déjà copié, il n'est pas encore au niveau. Il n'est pas encore au niveau, le cerveau ne s'est pas reposé au mieux. Et les cours vont reprendre bientôt et l'enfant doit déjà rapidement travailler pour la fin d'année. Donc on va encore demander à cet enfant de venir faire des cours de rattrapage. Et moi la question aujourd'hui c'est, peut-être qu'on m'explique ce qu'on met dans ces cours de rattrapage. Est-ce que c'est des cours qui n'ont pas été terminés, qu'on dit aux enfants de venir terminer? Est-ce qu'on répète ce qu'on a déjà répété ou on veut anticiper sur le programme? Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Mais jusqu'à preuve de contraire, moi personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec ces cours de rattrapage-là. Voilà. D'accord. Monsieur Aouda. Oui. Avec question. Oui, merci. Je vous en prie. Je comprends mon collègue, mon frère. C'est vrai, des fois, on en fait trop. On en fait trop. Il y a certains de nos collègues qui comptent sur les congés pour évoluer alors qu'ils sont censés évoluer normalement dans le programme. Ce qui veut dire que, vous savez, on nous demande chaque fois d'envoyer la progression dans les cours. Ce qui veut dire que chaque trimestre, chacun doit savoir à quel niveau il doit arriver dans tel chapitre jusqu'à la fin. Malheureusement, certains parmi nous, nous traînons un peu les pas pour des raisons plus ou moins avouées. Et ce qui fait que on se rend compte que, mais tiens, il me reste à peine 2 semaines, alors qu'il me reste encore 2-3 chapitres à faire. Si on reprend, je vous dis, dès qu'on revient, si je prends les lycées techniques, dès qu'on reprend les cours, le 19, les compositions du deuxième semestre vont commencer. Ce qui veut dire que déjà, dès qu'on revient, le 19, les compositions du deuxième semestre commencent et c'est fini, surtout pour les élèves de seconde. Voyez-vous? Donc, mais le collègue qui n'a pas encore terminé son programme de seconde, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé de demander aux élèves ou aux étudiants de venir pendant ses congés. Ce qui, normalement, ne devait pas être le cas si chacun devait respecter le programme qu'il s'est donné et qu'on lui a surtout confié. Donc, c'est compte tenu du laxisme ou bien de certaines circonstances aussi, que, bon, certains parmi nous sommes obligés d'aller demander aux élèves. Mais, je mets encore vraiment un bémol là-bas. N'occupons pas nos élèves durant ces 10 jours, ces 7 jours. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant actuellement en ce temps, si vous faites les cours de rattrapage? Moi, honnêtement, j'ai fini mon programme depuis. J'ai fini mon programme avec de seconde en terminale. Bon, pour ce qui concerne les lycées, bien sûr. Bon, pour les universités, là, ça c'est un autre programme. Donc, pour ce qui concerne le lycée, moi, j'ai fini mes programmes depuis. Donc, on a même commencé à traiter les sujets d'examen depuis. Donc, tout est question d'organisation, en fait. Tout est question d'organisation. Et bon, voilà, comme pour certains n'ont pas adopté le même rythme que moi, n'ont pas eu la même stratégie. Donc, eux, ils sont obligés de demander
élèves de venir pendant les fins. Est-ce qu'au niveau des classes des examens, toujours avec M. Aouda, est-ce qu'au niveau des classes des examens, il y a un séminaire qui se fait au cours duquel on vous donne les secrets de pouvoir vite terminer les cours avec vos élèves pendant une année académique? Oui, bon, il est vrai qu'il y a plusieurs formations, il y a plusieurs formations qu'on nous donne sur le plan pédagogique, sur le plan pédagogique, sur comment transmettre le message, comment enseigner, comment respecter le planning. Bon, il y a beaucoup de formations quand même qui se donnent. Mais comme on le sait, une chose est la théorie, une autre en est la pratique. Bon, on va pour nous parler, mais bon, quand on ne se met pas vraiment dedans à fond, on va toujours accuser des retards. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Monsieur Ogouleye, si tu permets que oui, il faut ajouter. J'ai appris qu'il y a des élèves aussi qui font sciemment, qui disent « Ah, même si je ne viens pas, on aura toujours les cours de congé. Je vais venir au congé. » Donc, on guide inconsciemment les élèves dans cette voie-là, qui après aussi les rattrape. Dans la vie active aussi, vous allez voir des gens qui traînent ces lacunes-là, qui traînent ces comportements, qui les suivent. Et ce n'est pas bien. Comme il a dit, moi, je préfère aujourd'hui peut-être qu'on l'acclame, qu'on lui décerne un prix. Parce que s'il a fini son programme, c'est exceptionnel. Et c'est la pratique qui permet à l'élève de comprendre. Moi, je me rappelle à l'école, je comprenais rapidement qu'on faisait des exercices plutôt qu'on faisait les cours. Donc, il y a des élèves qui vont facilement comprendre au cours de ces exercices d'examen en plus. Voilà ce que je voudrais ajouter. Monsieur Ogouleye, la même question. Coup de rattrapage pendant le moment de congé. Je n'irai pas plutôt à l'encontre de tout ce que mes grands frères viennent de dire. Mais bon, je pense que tout le monde a sa stratégie. Peut-être le professeur ou bien le professeur en question qui initie un cours de rattrapage ou bien un cours de congé, peut-être c'est pour une classe d'examen où on se dit, bon, avec les programmations des examens, on se dit, à notre retour, on n'aura pas le temps de terminer les cours jusque passer à des exercices. Donc, pourquoi ne pas se rattraper pendant les congés et dès qu'on revient, on se consacre sur les exercices, les traitements de sujets et tout. Mais ça, tout dépend d'une éventualité. Mais de façon générale, c'est pas, on dit, un temps de repos. Donc, on ne peut plus occuper ce temps de repos-là. Donc, je ne vais pas passer par 4 chemins pour redire ce que mes collègues viennent de dire. Donc, quand on parle de temps de repos, c'est un temps de repos, en fait. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Et chers téléspectateurs, vous êtes au Palais de l'Éducation, cette émission qui touche toutes les questions éducatives et tout ce qui tourne autour de l'éducation, tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle, tout ce qui tourne autour des formations entrepreneuriales. Voilà, nous traitons de tous ces sujets dans cette émission, dans ce palais. Et vous avez aujourd'hui les invités, et 3 invités que vous voyez sur vos petits écrans, là où vous êtes actuellement. Et nous sommes en train de parler de congés utiles et la question à laquelle, pardon, et Monsieur Ogouleye vient de répondre, c'est comment avoir un congé utile et surtout comment dire non au cours de rattrapage dans les congés. Voilà ce que nous étions en train de dire. Mais je voudrais aller de l'avant en m'adressant à Monsieur Aouda, et c'est vous qui entretenait les élèves depuis les lycées jusqu'aux instituts, c'est-à-dire les écoles de BTS. Donc, nous allons vous demander de nous aider à connaître le calendrier des différents examens qui sont en cours. Ok, merci beaucoup encore une fois pour la question. Oui, parce que sincèrement, l'année est presque terminée. Puisque dès qu'on reprend déjà du 3 au 5 mai, les élèves de CM2 iront au CPD. Donc déjà du 3 au 5 mai, l'examen du CPD va commencer. Et pour déjà le bac 1, déjà à partir du 16 au 20 mai, l'examen écrit du bac 1 va commencer. Bon, ils ont déjà fait quand même l'examen sport, puisque là, ils l'ont fait déjà du 14 au 25 mars. Donc, le bac 1 va commencer, l'examen écrit du 16 au 20 mai.
et le BEPC. Le BEPC, bon, là, actuellement, puisque normalement l'examen sport c'est du 11 au 22 avril. Donc c'est du 11 au 22 avril qui feront leur examen sport. Et l'écrit se fera du 7 au 10 juin. Donc ça c'est pour le BEPC. Et pour le bac 2, bon, l'examen sport, bon, ça aussi c'est déjà fait. Maintenant pour l'écrit, l'examen écrit c'est du 20 au 25 juin. Donc du 20 au 25 juin 2022, eh bien le bac 2 aura lieu. Et pour l'écrit. Maintenant pour les épreuves pratiques, parce que bon, souvent avec les techniques, les séries industrielles, ils doivent d'abord aller à l'atelier et tout. Donc ça se fera plutôt du 30 mai pardon, au 10 juin. Donc voilà un peu. Et pour les grands frères? Voilà, bon, pour le BTS, l'oral et la pratique, c'est du 27 juin au 8 juillet 2022. Ça c'est pour l'oral et la pratique. Parce qu'il y a certaines matières qui passent carrément à l'oral, d'autres qui passent à l'écrit. Et maintenant pour, en fait, la pratique, je voulais dire. Maintenant pour l'examen écrit même, là c'est du 18 au 23 juillet. Donc 18 au 23 juillet 2022, eh bien, les étudiants de BTS deuxième année donc iront à l'examen de BTS. Bon, il y a aussi certains examens professionnels. Hein, bon, je prends par exemple le diplôme de technicien supérieur agricole, le DTSA. Là, la pratique se fera du 30 mai au 2 juin. Donc là, il y aura la pratique et l'écrit se fera du 22 au 26 août. Et si on prend le CFA, l'examen pour le certificat de fin d'apprentissage, le CFA, ça c'est du 5 au 10 septembre 2022. Voilà donc à peu près le calendrier des différents examens qui nous attendent. Merci pour ce travail de mémoire que vous avez fait pour nous. Et donc, chers téléspectateurs, chers élèves, chers apprenants, chers étudiants, vous venez de suivre, d'avoir une idée sur le calendrier de vos différents examens. Et je voudrais m'adresser maintenant à M. Pascal Dossobi. Que devrait être le rôle des parents en cette période de Pâques, au moment où les enfants sont avec eux? Ok, merci. La première chose déjà pour les parents, c'est de voir, est-ce que l'enfant peut suivre tous les cours? Est-ce que l'enfant peut copier tous les cours? Est-ce que l'enfant est à niveau en revoyant ses copies, son carnet? On essaie de revoir tout ça. Et avec l'enfant, on essaie de faire un programme. Ne pas trop lui mettre la pression. Il faut que l'enfant regarde de temps en temps la télé. Moi, je l'ai toujours dit. Les dessins animés. Aujourd'hui, nos enfants ont des difficultés à s'exprimer. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais il faudrait quand même qu'on envoie les enfants plus devant la télé de temps en temps, surtout pour les choses éducatives. C'est important. Il faudrait aussi qu'on fasse des petites sorties avec les enfants. Ça leur permet de les mettre en confiance. Est-ce que les parents ne savent pas? L'enfant n'est peut-être pas bon à l'école. Créez-lui un environnement où il se plaît. Et derrière, quand vous lui demandez un truc et vous lui dites, ah, si tu fais ça, tu vois ce que tu viens, sur quoi tu viens de profiter, tu auras encore ça, mais plus élevé. L'enfant aura une énergie, vous n'allez pas comprendre comment il a fait, mais il va carrément redoubler d'efforts et il va lui-même se mettre à niveau. Vous n'allez plus demander à l'enfant de me lire tes cours. Naturellement, il va te dire, j'ai envie de te lire mes cours parce qu'il a compris que, ah, si je réussis, j'ai ça. Donc, c'est tout un ensemble là qu'il faut faire avec l'enfant. Mais comme je l'ai dit, ne pas trop mettre la pression, ne pas trop l'insulter. Ah, toi, voilà, tu ne prends pas durant ces congés. Fais un programme assez détendu avec l'enfant pour qu'il ne se sente pas trop coincé. Et je pense que c'est ça. Et les parents doivent aussi mettre du sien, suivre de temps en temps l'enfant, regarder ses cas, lire les cours des fois avec lui. Moi, je le dis. Il y a des choses que les enfants n'écrivent pas aujourd'hui bien. Le parent peut dire, ah, voilà ce que le prof voulait dire. Et l'enfant peut noter ça sur une feuille. Quand il retourne à l'école, il montre au prof. Voilà ce que papa dit, voilà ce que maman dit, mais voilà ce que moi j'ai écrit. Le prof l'a dit à l'enfant, ah, c'est toi qui n'as pas bien écrit. Ah, ou bien maman n'a pas bien lu. C'est aussi simple que ça. D'accord. D'accord. Et M. Aoudon, que devait être le rôle des parents en ce temps spécial pour les enfants? Ils sont au dernier virage. Effectivement. Oui. Mais merci encore une fois pour la question. Je crois que les parents ont toujours joué leur rôle, le rôle régalien qui est celui d'éduquer les enfants. Parce qu'ils sont les premiers éducateurs. Les parents passent plus de temps avec les enfants que les enseignants. Ce qui fait que si le travail des parents est bien fait, ça facilite aussi l'apprentissage à l'école.
Voilà, un enfant qui, à la maison, n'a pratiquement pas... On vient d'en parler tout à l'heure. Bon, chaque fois, le parent va au marché, dit « accompagne-moi au marché ». Tout le temps, l'enfant est occupé. Et le moindre temps que l'enfant trouve pour se reposer encore, on lui dit « accompagne-moi au boulot, fais ceci, fais cela ». Je crois que, franchement, les parents doivent vraiment faire l'effort pour aider les enfants. Et comme le frère vient de le dire, mais il va falloir que les parents accompagnent également leurs enfants dans l'assimilation des cours. Ça, c'est important. Dans un parent, il y a certains parents qui ne savent même pas quels sont les points faibles ou les points forts de leurs enfants. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Parce qu'un enfant qui réussit demain, ça fera l'honneur de toute la famille. Mais un enfant qui ne réussit pas demain, également, ça fera le déshonneur. Donc, il revient aux parents, franchement, de s'impliquer dans l'éducation des enfants. Certains des parents, eux, croient que non, déjà, moi je paie déjà les frais scolaires, je paie l'argent des popotes et tout, donc ça va. Non, ça ne va pas. Parce qu'il faut également accompagner. Les mesures d'accompagnement, c'est important. Et par ces temps, en fait, ce temps spécial de Pâques, je crois que la prière aussi, c'est important d'accompagner l'enfant dans la prière. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, dans nos écoles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et sincèrement, sans la prière, sincèrement, on va beau investir, mais bon, ça peut ne pas réussir. Donc, je crois que c'est aussi un moment important d'accompagner les enfants dans la prière, dans les conseils, dans la surveillance. Et leur donner un peu de temps, de distraction, les faire sortir un peu. Il y a certains, on est tout le temps au boulot, mais quand l'enfant a un petit temps, on ne l'amène pas dehors pour qu'il voit au moins ce qui se passe dans les parcs et tout. Bon, franchement, ça éveille l'intelligence des enfants. S'ils sortent un peu de leur zone de confort, franchement, ils ont beaucoup de ressources. C'est comme ils se ressourcent un peu. Donc voilà, c'est aussi important que les parents aident les enfants. Une question pour vous. Et souvent, les parents ont l'habitude de dire, moi je connais déjà mon sort, moi je sais. Donc c'est toi, pour toi, si toi-même tu ne te bats pas pour avoir un avenir radieux, ça te concerne, ça fait ton colis. Oui, est-ce que c'est vrai, c'est normal qu'un parent le dise ainsi, puis parle ainsi à son enfant bien-aimé? Non, je dis tout de suite non. Vous savez, l'homme même pas naturel comment. Si aujourd'hui je vais au boulot, pourquoi je vais au boulot? C'est parce que j'ai besoin d'argent. Oui. Bon, le travail, pourquoi je travaille? C'est pour un intérêt. Par nature même, eh bien, si on ne fait pas comprendre à l'enfant pourquoi est-ce qu'il doit aller à l'école, mais l'enfant ne comprendra jamais pourquoi est-ce qu'il doit aller à l'école. Donc, il y a certains enfants qui ont besoin de plus de conseils, de plus d'encadrement. Le fait de comprendre que si tu réussis, demain tu seras plus heureux que moi, tu feras ce que moi je n'ai pas fait aujourd'hui. Mais regarde, moi j'ai pu construire une maison, toi tu en construiras 5. J'ai pu acheter un véhicule, toi tu en achèteras 5. Ça ne te plairait pas. Bon, déjà, il faut motiver les enfants. Moi je crois que cette façon de parler, ça démotive l'enfant. Ça crée déjà un blocage intellectuellement. Je vous assure. Donc, vaut mieux conseiller l'enfant, le rassurer, même si aujourd'hui l'enfant ne réussit pas. Mais ne lui dites pas, non, mais toi, je sais que tu vas échouer. Il y a certaines paroles, vous savez que la parole, il y a de la puissance dedans. Il faut toujours être positif envers l'enfant. Si tu lui dis des choses positives, l'enfant va réussir. Mais si tout le temps tu es négatif envers l'enfant, eh bien, ces énergies négatives-là vont également le suivre jusqu'à la fin. Je crois que non, on doit cultiver vraiment le positif envers nos enfants pour les booster à faire encore davantage. D'accord, Marcos. Moi, je connais déjà mon sort et ça t'engage. Bon, je répète les mêmes choses, les mêmes phrases que mon frère. Il faut dire que le parent ou bien les parents en question ont le manque là, c'est-à-dire il manque de l'objectif ou bien de l'objectivité de la vie au fait. Ce qui fait qu'ils arrivent à dire cela. Si moi je comprends que mon objectif de la vie c'est tant et tant, je ne pourrais jamais dire à mon enfant, moi j'ai déjà mon sort. Parce que si je travaille aujourd'hui, si c'est uniquement que pour moi, je peux rester à la maison et décider d'aller au boulot quand je veux. Mais quand je travaille, tout d'abord, c'est pour moi, mais en priorité pour mon enfant. Donc si l'enfant là, ce pour qui je travaille, je lui dis, moi j'ai déjà mon sort, que le reste ne lui regarde,
ça peut si pas marcher. Vous avez un enfant et il devient un casse-tête chinois pour vous, et il est là, c'est un enfant qui est capricieux, qui a tous les comportements bizarres envers vous. Est-ce que vous aurez aimé à lui parler d'un cœur digne de ce père, digne de cette mère, et vous dire, mon enfant, moi je veux que tu réussisses? Non, tu vas lui dire des bêtises, parce que l'enfant a fait des choses de bêtises envers toi, donc tu dois lui donner une réponse qui va à son comportement. Bien sûr, oui. Nous sommes des humains, on s'énerve, mais on le dit souvent, ce sont nos enfants au fait. Donc, c'est le manque de communication qui crée cela. Si c'est que j'ai une bonne communication avec mon enfant, et l'enfant, malgré son comportement, je saurai comment le manager pour qu'il puisse changer. Parce que je le veuille ou non, qu'il soit bandit ou qu'il soit président, c'est mon enfant. Donc, il faut y réintérer une bonne communication entre toi et l'enfant. Donc, éviter des mots. Comme le frère vient de le dire, la parole, elle a de la puissance. Donc, si tu continues à travers la colère, tu dis non, tu es ça, tu vas devenir ça, l'enfant va devenir, tu vas dire voilà, c'est ce que tu disais, mais c'est ton enfant. Le but ou bien le souhait de chaque parent, c'est de voir son enfant réussir. Donc, il va falloir que nos parents revoient leurs actes, leurs actions envers leurs enfants. Il faut une communication. Même si l'enfant n'est pas bon, il faut une communication et vous allez voir que dans peu de temps, l'enfant va changer et vous aurez un bon résultat. D'accord. J'aimerais ajouter quelque chose si vous le permettez. Bon, sur ce plan, prendre le bâton, châtier un enfant, c'est le punir dans le présent. Mais dire des paroles blessantes, c'est punir l'enfant aujourd'hui et pour le futur. Je crois qu'il faut qu'on évite ça. Il faut qu'on évite ça. Tu t'énerves. Quand tu t'énerves, écoute, tu ne fais du mal à personne. Tu te fais toi-même du mal, en fait. Parce que tu ne fais qu'emmagasiner des énergies négatives des autres. Donc, qu'un parent s'énerve au point de dire certaines paroles. Or, on sait que nos parents sont, franchement, on dit souvent, ils sont nos dieux sur terre. Donc, ce que le Dieu dit, ça risque de s'accomplir. Si tu dis de bonnes choses sur ton enfant va réussir. Mais si tu passes le clair de ta journée à dire des mauvaises choses sur ton enfant, mais attends-toi à récolter les conséquences demain. Parce que demain, si l'enfant ne réussit pas, il sera toujours dans ton foyer. À 40 ans, l'enfant est déjà encore là en train de manger ton petit pain. À 40 ans, mais puisque tu as dit tellement de mauvaises choses... Merci. Mais tu dis tellement de mauvaises choses sur lui, qu'il a grandi, n'a pas de boulot, il traîne dans la rue, mais il va dire, ma maison de papa est là, que je revienne chez mon papa. Non, il faut qu'on arrête ça. Je crois que le mieux, c'est de dire de bonnes choses. Même si l'enfant aujourd'hui nous énerve, il faut qu'on contienne nos colères. On ne va pas aller jusqu'à dire des paroles vraiment de malédiction sur l'enfant, franchement. Il va falloir Est-ce que les parents, ils savaient pertinemment que cette manière de dire les choses, c'est une malédiction? Est-ce qu'ils le savaient ou bien ils le font dans l'ignorance? Non, ils le font sous l'effet de la colère. C'est ce qu'il faut éviter. Oui. Certains le... Après, sincèrement, si on devait questionner les parents après avoir dit cela, mais est-ce que si c'est à redire, tu le ferais, le parent te dirait non. Je l'ai dit sous l'effet de la colère. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse à contenir nos colères pour ne pas proférer ces genres de paroles envers nos enfants. Donc le coach est mieux placé pour nous parler de comment contenir sa colère, comment donner la motivation à une personne de réussir et de devenir une star. Moi j'ai discuté avec beaucoup d'orphelins, beaucoup d'enfants de la rue, grâce à un orphelinat. Ce qu'on a constaté, les parents qui disent ça, ce sont ces parents-là qui sont, excusez-moi, tuez pas les enfants après. Parce que l'enfant dit, bon, il a déjà trouvé pour lui, je préfère le tuer, prendre pour lui. Parce qu'il dit que moi, je ne veux pas réussir. Honnêtement, c'est ce qui est arrivé. La plupart des enfants qu'on a voulu réintégrer dans les familles ont refusé. Pas parce que les parents les tapaient physiquement, mais ce sont des paroles assez blessantes. Vous allez voir, ce sont des enfants, certes, mais qui reçoivent ça comme vraiment... voilà, donc c'est assez dangereux. Et parallèlement, moi je donnais encore un exemple, le samedi où j'ai fait une formation, je parlais d'un jeune, on a grandi ensemble, mais à un moment donné, il était en guillemets trop bandit. On l'a même arrêté une fois parce qu'il fumait de la drogue, mais ses parents n'ont jamais dit du mal de cet enfant. Je vous montre aujourd'hui, c'est cet enfant-là qui est PDG, président directeur général de la société de son père.
La voiture qu'il a achetée, son père n'a pas pu acheter cette voiture. Aujourd'hui, il est la fierté de ses parents. Je ne vois pas, ses parents n'ont jamais dit des mots blessants sur cet enfant. Quelle que soit la bêtise qu'il faisait, on lui disait, ah, c'est ton temps, fais ce que tu veux, mais attention à ce que tu es en train de faire là. Ça peut te rattraper après. C'est tout ce que les parents disent, mais ils ont tout fait pour que cet enfant réussisse. Aujourd'hui, on pense que l'enfant est ce qu'il fait. On oublie que lorsque l'enfant est né, l'enfant regardait souvent ce que nous faisons. Les enfants, 90% copient aujourd'hui le comportement de leurs parents. Donc que les parents disent que l'enfant est mauvais, l'enfant est bête, l'enfant est ici, n'oublie pas que quelque part toi-même tu es bête, quelque part toi-même tu es là. Donc ce que tu veux voir à ton enfant, essaie déjà de lui dire. C'est très important. Et aujourd'hui, l'école, ceux qui pensent que réussir à l'école, c'est la clé pour réussir dans la vie, non, attention les parents. Ça, c'est faux. Attention les parents. Je ne connais pas aujourd'hui des gens qui ont 10 diplômes, qui sont PDG, qui sont milliardaires, millionnaires. Nous, on a lancé un projet actuellement, Milliardaire 20.32, qui va avoir des jeunes milliardaires en Afrique bientôt. Et les milliardaires avec qui moi j'ai discuté, la plupart n'ont pas le niveau en termes de diplôme. Mais je ne vous mens pas, en termes de compétences, d'intellect, ils ont des choses extraordinaires. Et eux aussi, certains même ont été blessés par ça et c'était devenu un défi pour eux. Montrer à mes parents que je ne suis peut-être pas bon à l'école, mais je suis bon en cela. Là, quand on t'insulte, là tu travailles bien. Tu travailles bien. Mais par contre, quand l'enfant est faible, ça peut encore emmagasiner d'autres choses. C'est ce que je disais. Les enfants aujourd'hui qui prennent des machettes pour tuer leur père parce que papa a dit ça, je voudrais qu'il meure pour que je puisse prendre sa maison. Donc faisons attention à ce que nous disons. Ce que tu veux voir en ton enfant, malgré les difficultés, essaie déjà de lui dire. L'enfant peut échouer aujourd'hui, mais demain peut réussir sa vie. Merci. Merci. Monsieur Marcos, l'enfant doit réussir. Et c'est notre souhait et c'est la prière de tous les jours. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission comme ça. Donc, je voudrais très rapidement qu'on fasse un tour de la table. Mais bien avant, je voudrais dire merci à tous mes collaborateurs. Je voudrais dire un grand merci à nos téléspectateurs qui ont toujours cette confiance en nous et ils nous suivent chaque fois que cette émission passe sur cette chaîne. Donc je dis merci aux techniciens qui font le boulot de l'autre côté et je voudrais dire un grand merci à vous, mes invités, et autour de ce plateau. Et je veux m'adresser maintenant à Marcos Ogouleye, votre mot de la fin. Ok, merci Mathieu. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je pense que dans cette émission, sur ce thème, on a essayé d'apporter le plus qu'on peut apporter, pour ne pas dire le peu. Et là, je pense que les élèves, en partant des élèves jusqu'aux parents, ils ont appris un peu de ce que nous avons apporté comme idée, comme pensée autour de ce thème. Et là, je pense qu'à partir de là, ils puissent réintégrer ou bien ils puissent intégrer cela dans leur quotidien pour que demain, nous tous, nous clamons fort que nous avons réussi. Merci. Je vous en prie, coach Dosovi. Oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à tous. Premièrement, moi, je vais dire un mot aux enseignants et aux professeurs de faire en sorte de respecter le programme qui a été donné par rapport à chaque trimestre pour que ça n'impute pas sur les congés des enfants. Aux parents d'aider les enfants à mettre ces congés, ces moments de congés au profit pour leur permettre de se remettre à niveau. Aux enfants de faire en sorte que ces congés te permettent de te remettre à niveau avec les autres camarades, de vider ton esprit des choses qui ne sont pas utiles parce que tu es encore en période d'examen ou d'école. C'est très important de profiter de ces moments. Et à nos autorités de faire en sorte que les congés ne deviennent plus 5 jours, 10 jours, qu'on ait des congés de 2 semaines. Je dis c'est très important parce que par rapport au temps que les enfants font à l'école, ils ont besoin minimum de 14 jours pour se reposer, pour vraiment être à haut niveau par rapport au reste de l'année scolaire. Merci. D'accord. Et monsieur Aouda, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, pardon. Bien, merci beaucoup, monsieur Mathieu, pour l'invitation. Je vous en prie. Voilà, nous avons dit beaucoup de choses. Si moi, j'ai un conseil à donner, c'est surtout à nos apprenants. Je sais que ce moment, c'est un moment qui est propice aux amusements, au divertissement. Mais pas que ça, s'il vous plaît. N'oubliez pas vos cahiers parce que dès qu'on reprend les cours
eh bien, les choses sérieuses vont commencer. Je viens de le dire. Déjà, le 19, à la reprise, les compositions régionales du deuxième semestre vont commencer. Ce qui veut dire que si vous passez tout votre temps à la maison, en train de dormir, en train de s'amuser, eh bien, vous aurez de sérieux problèmes au cours de ces évaluations-là. Donc, je souhaite à tous mes apprenants bon courage. C'est pas évident, c'est pas facile. À nous, les parents, je nous souhaite également bon courage parce que par ces temps qui courent, c'est pas du tout facile. Nous avons besoin de l'aide de nos enfants. Mais bon, faisons quand même l'effort de leur donner un peu de temps, de répit, ils en ont besoin. Et faisons toujours notre boulot comme on l'a toujours fait. Dieu ne cessera jamais de nous aider et il nous bénira. Donc bonne chance à tous ceux-là qui vont passer leurs examens cette année. Et voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a donc un temps pour travailler, un temps pour se reposer et même un temps pour jouir de son, de fruits de son travail. Et c'est avec quelques phrases là que je vous souhaite une très belle suite de journée. Et je voudrais profiter de cet instant pour souhaiter une bonne fête de Pâques par anticipation à tout chacun de nous et surtout aux élèves. Je vous souhaite un bon temps de repos, mais n'oubliez pas vos cahiers, comme venait de le dire M. Aoudor. Prenez toujours vos cahiers comme vos amis et profitez de ce moment pour apprendre à être au niveau pour que l'année vous soit une année fructueuse. Et on se retrouve le mercredi prochain sur la même chaîne à la même heure dans cette émission que vous-même vous aimez tant, que vous appelez Palais de l'éducation, pour un autre nouveau thème et avec de nouveaux invités. Alors je vous souhaite encore une fois bonsoir chez vous. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.